bonjour. Bonjour. Pourquoi avez-vous accepté l'invitation de Tête à Tête? Moi, tout simplement parce que j'ai eu plaisir à partager ce moment avec Patrick, qui m'a gentiment invité à participer à cette émission. Puis ce sera l'occasion de parler de la presse, un domaine, je crois, que je maîtrise bien. Pourquoi avez-vous accepté l'invitation de Tête à Tête? Tête à Tête est une émission qui est de plus en plus regardée, je crois. Vous faites à peu près entre 4000 et 8000 vues sur Facebook. Et je crois que le Club de la Presse, notre intérêt, c'est de se mettre en avant, c'est de montrer ce qu'on fait. Et je crois que l'émission d'aujourd'hui va permettre effectivement d'expliquer le fonctionnement du Club de la Presse et puis pourquoi on existe et sur quoi on travaille. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de nous rejoindre, de prendre un petit peu de votre temps pour suivre notre émission Tête à Tête sur notre page Facebook. Chaque semaine, nous vous proposons une diffusion différente et c'est le but de cette émission. Quant à Benjamin Baron, toujours fidèle à la vision comme à la réalisation de cette émission. Merci à Alain Moula de nous accueillir une nouvelle fois au restaurant Le W, Square de la Couronne à Nîmes. Nous ont rejoint Béatrice pour un reportage photo et Michel Monteil qui croquera nos invités en direct et repartiront chacun avec leur caricature. Le titre de cette émission, où débute et où s'arrête la liberté de la presse? Faut-il être politiquement correct? C'est la question que nous leur poserons à nos deux invités. Michel Pélamour, bonjour. Bonjour. Sois le bienvenu dans l'émission. Merci de m'avoir invité. Et toi aussi, Abdel? Ravi d'être parmi vous. Objectif Gare. Exactement. Faut-il être toujours objectif dans la presse? C'est compliqué au quotidien, mais je pense qu'on parvient à cet exercice. L'objectivité, ça n'existe pas, mais l'honnêteté, ça existe, ça c'est primordial. L'honnêteté est importante aussi. Hein. Tout à fait. Bon, le rôle de la presse dans un pays démocratique a toujours été important, à tel point qu'on a appelé cette presse le quatrième pouvoir. Les trois autres pouvoirs, le législatif, les parlements, l'exécutif et le judiciaire. La presse donc a une fonction principale à part d'informer et d'observer de manière critique. D'où cette liberté de la presse. On va ouvrir directement, ce n'est pas obligatoirement prévu. Que pensez-vous de l'accueil des enfants de la guerre? À la question, est-ce qu'il faut les accueillir? Moi, je répondais par une autre question. Est-ce qu'il faut les laisser souffrir ou mourir dans l'état où ils sont? À cette question, si on a un brin d'humanité, je crois qu'on répond non. Donc oui, je crois qu'il faut les accueillir. Simplement, les accueillir dans des conditions qui permettent de les réintégrer d'une manière correcte pour notre société à nous. Je crois que c'est là qui est important. Je crois qu'il faut forcément avoir une structure d'accompagnement pour que ces gamins retrouvent l'amour, retrouvent la paix. Je crois que c'est le plus important. Parce que ce ne sont que des enfants. Ce ne sont que des enfants. Qu'est-ce que tu en penses, Adèle? Oui, je partage l'avis de Michel, et bien évidemment, c'est une question combien compliquée. On n'a pas tous les tenants, tous les aboutissants, mais force est de constater que, bien évidemment, des enfants qui sont dans des pays en situation critique, ça paraît tout à fait logique d'avoir de l'humanité et de pouvoir les accueillir. Encore faut-il pouvoir les accueillir dans des meilleures conditions possibles. Voilà. Et les structures d'accueil aujourd'hui, et on le voit, et en particulier sur le département du Gard avec les mineurs non accompagnés, aujourd'hui, c'est une situation qui est très complexe. Le département du Gard y prend sa part, mais à la fois, il faut avoir les structures, il faut ensuite pouvoir avoir tous les acteurs possibles dans le domaine social pour pouvoir permettre à ces enfants d'évoluer positivement sur notre territoire. Bon, ensuite, il y a les familles d'accueil quand même, donc qui jouent un rôle important également. Bien sûr, et heureusement qu'elles font preuve de solidarité. Donc alors, Michel, à quoi sert le Club de la Presse? Le Club de la Presse, c'est une structure, c'est une association qui regroupe à la fois des journalistes et des communicants, plus de 230 aujourd'hui, et c'est un espace de réflexion sur l'avenir de nos métiers de journalistes et de communicants. Parce que ces dernières années, en une génération, je crois que l'information a beaucoup évolué. On est parti de journalistes qui envoyaient de l'information sur des millions de gens. On est arrivé il y a quelques années à des millions de gens qui communiquaient entre eux. Les journalistes et les communicants ont été obligés de rentrer dans cette horizontalité. Et aujourd'hui, nouveau changement, les gens consultent l'information dans des bulles. Et je crois que les journalistes et les communicants sont obligés aujourd'hui de rentrer dans ces bulles, ce qui n'est pas facile, on l'a vu avec les Gilets jaunes. Alors je crois que un de nos axes de travail, c'est de permettre à nos adhérents effectivement de s'adapter à ces nouvelles manières de communiquer, parce que tout va très vite aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on met en place des ateliers de sensibilisation à tout ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux, ou des ateliers de formation sur comment monter une vidéo avec un téléphone mobile.
Comment aussi s'exprimer face à une caméra. Voilà, toutes ces actions qu'on met en place, ça fait partie de notre priorité aujourd'hui. Tu nous disais combien d'adhérents? Aujourd'hui, on a 230 adhérents. Et ça ne s'adresse uniquement aux communicants, aux personnes de la presse? Alors, journalistes et communicants. Et dans le cadre de nos adhésions, on a aussi des adhérents, on a aussi des associations, on a des entreprises qui viennent parce qu'elles ont besoin aussi de communiquer. Parce que toi, tu as joué un rôle important ces 3 dernières années. Tu as laissé le flambeau à un autre président. À Guillaume Mollaret, qui est un journaliste brillant et qui va apporter de nouvelles idées et puis une nouvelle manière de fonctionner. Je crois que c'est bien au niveau d'une association d'avoir un turnover qui permet effectivement d'apporter une nouvelle manière de fonctionner. Et toi, tu restes toujours... Je suis toujours au niveau du conseil d'administration. Toujours au conseil d'administration. Bien sûr. Et donc, il était important, tu penses, que tous les 3 ans, il faille changer comme ça? Parce que moi, je sais le boulot que tu as fait au sein du club de la presse, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, mais sur le plan informatique également. C'est ton dada, ça, non? Oui, je crois que c'était mon domaine d'expertise. Effectivement, tout ce qui est réseaux sociaux et prise de parole sur le web, c'est effectivement un de mes dadas. Mais je crois que le turnover d'une association, c'est super important. Je pense que il y avait des gens qui sont en activité, qui sont jeunes, qui avaient envie de prendre la relève, et je crois que c'était le bon moment de leur passer le relais. Donc l'association, elle est sur de bons rails, et je pense qu'ils vont apporter de nouvelles idées, de nouvelles manières de travailler, et je crois qu'ils redonner encore un souffle nouveau à l'association. Très bien. Bon, la pertinence est une valeur ajoutée à l'information, ça, hein, on peut le dire. Il faut être pertinent. Ah ben, clairement. Et impertinent aussi. Et il faut les deux. Moi, ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un métier qui est en mutation profonde. J'en parlais encore pas plus tard qu'hier, du coup, avec des personnes avec qui j'avais rendez-vous. Et on évoquait effectivement ce sujet sur finalement cette presse écrite qui, avec une révolution avec Internet, et nous on est rentré de plein pied là-dedans aujourd'hui puisque Objectif Gare est né du digital, et en fait mes journalistes aujourd'hui qui travaillent à Objectif Gare vivent aussi une révolution. Il y a encore 4 ou 5 ans la vidéo n'avait pas fait irruption à ce point-là. Aujourd'hui, à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi comme un moyen aujourd'hui d'apporter de l'information, et on le voit de plus en plus. Ça fait maintenant un petit peu plus d'1 an où quasi quotidiennement on propose de la vidéo sur Objectif Gare, mais de la vidéo incarnée. Et ça, c'est extrêmement important parce que, encore une fois, et Michel le disait il y a quelques instants, notamment effectivement le mouvement des Gilets jaunes qu'on a vécu en fin d'année dernière, puis qui s'est prolongé sur la première partie de l'année 2019, on l'a vu. N'importe qui, finalement, avec un téléphone portable, peut proposer n'importe quoi aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Bon. Avec beaucoup de dangers, quand même. On a vu la manifestation de samedi dernier, donc à Montpellier, où il y a effectivement donc un blogueur qui a un blog très proche des Gilets jaunes qui a annoncé qu'il y avait 2 morts sur la comédie. Ça est allé très très vite, et pendant toute l'après-midi, ça s'est propagé sur les réseaux sociaux. Et là, moi, je saluerais l'initiative de Midi Libre, qui a choisi délibérément, toute l'après-midi, de ne pas parler de cette rumeur-là. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont appelé les hôpitaux, ils ont vérifié, et ils ont dit que c'était pas vrai, qu'il n'y avait pas de mort. Effectivement, à 18h, ils ont expliqué le pourquoi, ils ont démenti la rumeur. Je crois que notre travail aujourd'hui, c'est de donner des informations, mais aussi de vérifier ces informations. Exactement. Et dans un monde où tout va très vite, c'est compliqué de faire ce métier de journaliste aujourd'hui, mais notre métier, c'est quand même de vérifier les informations, et c'est à partir de là qu'on aura une vraie crédibilité. Et aujourd'hui, c'est vrai que le métier de journaliste, il y a une certaine défiance comme par rapport aux politiques, mais je crois qu'à partir du moment où on aura des informations crédibles, je pense qu'on retrouvera un regain d'intérêt par rapport aux lecteurs et par rapport aux auditeurs. Et justement, par rapport au papier, le papier, le journal s'éteint petit à petit, non? Quel est votre sentiment là-dessus? Je crois que ça fait des décennies qu'on annonce la fin du papier dans la presse, et encore une fois, finalement, aujourd'hui, on se rend compte que le journal papier reste un support d'information utile, important, de référence pour de nombreux lecteurs, qu'ils soient férus ou pas d'informations. Et je crois que même si Internet, bien évidemment, a pris une grande place dans l'information, on le constate tous les jours. On est inondé par un maximum d'informations, à la fois venant des réseaux sociaux, mais à la fois de n'importe quel site d'info. Je crois que la presse écrite, papier, elle a un bel avenir si elle s'inscrit dans une démarche d'analyse, de décryptage, de compréhension. Comme le disait Michel tout à l'heure, ce qui s'est passé à Montpellier samedi dernier, je crois qu'effectivement, le lendemain, ce qu'on a besoin, c'est de comprendre ce qu'il s'est passé.
et pouvoir effectivement démêler le vrai du faux et pouvoir apporter la bonne information au bon moment pour les gens qui sont attachés, encore une fois, à une information vérifiée et exacte. Alors, nous nous sommes rencontrés il y a 2-3 mois de ça. Oui. Moi, je pensais rentrer dans des bureaux où il y a avec 2 ou 3 secrétaires, tu vois. Et là, j'ai vu vous avez combien 300-400 mètres carrés de surface, avec combien de personnel? Aujourd'hui, on est à 35 salariés. 35 salariés, c'est quand même important, c'est une sacrée rédaction. Et vous ne faites que de l'information? Non, on a une double activité, puisque moi, du coup, je suis à la tête d'une société de communication et de télémarketing qui existe et qui va fêter ses 20 ans en septembre prochain. C'est, j'ai envie de dire, là où est né le cœur de mes activités, des activités de communication. Dans un premier temps, je travaille pour des grands groupes parisiens sur la partie télémarketing, une activité, bien évidemment, qui aujourd'hui a été transmise par délégation à des collaborateurs et collaboratrices qui m'accompagnent depuis de nombreuses années. Et puis, bien évidemment, le journal, maintenant, a un peu plus de 10 ans, puisque je l'ai créé le 3 juillet 2008. Donc, on va fêter les 11 ans cette année. Et effectivement, j'ai une équipe d'une quinzaine de collaborateurs et collaboratrices, et bien évidemment, un journaliste avant tout, sur l'ensemble du territoire du Gard, puisqu'on est présent à Nîmes, on est présent aussi avec des bureaux à l'Est, on est présent à Bagnols-sur-Cèze, et puis on a des journalistes au Grau-du-Roi, et puis notamment un journaliste qui vient d'arriver pas plus tard que cette semaine, et qui a démarré sur le territoire de Beaucaire. Donc j'ai vu également que toutes les générations étaient confrontées dans ce... Oui, bien sûr. Pourquoi ? Parce que c'est une richesse, parce que je pense que quand on est en comité de rédaction tous les jours, c'est important de pouvoir partager, de pouvoir échanger, de ne pas avoir le même avis. C'est généralement extrêmement musclé, mais c'est ça qui est intéressant, parce que je crois que le métier de journaliste, c'est aussi un métier de remise en question. C'est un métier où on doit effectivement se confronter sur nos convictions à chacun. Et c'est ce qui nous fait avancer. Et moi, ce que je crois, c'est aussi cette capacité à pouvoir, du coup, donner une information, comme on le disait tout à l'heure, la plus objective possible, mais aussi de pouvoir faire un chemin sur les convictions personnelles que chacun peut avoir sur des sujets d'actualité, mais des sujets plus politiques, économiques, etc. etc. À la base, le métier de journaliste, pardonne-moi, après je te laisserai la parole, c'est un métier solitaire alors? Non, pas vraiment. Je crois pas. Je crois pas, au contraire. C'est un vrai travail d'équipe. Parce que le partage aussi, parce que le journaliste effectivement écrit son papier, mais derrière il y a un secrétaire de rédaction qui le relit. Il y a des gens qui le mettent en page, il y a des gens qui l'impriment, il y a des gens qui l'acheminent le journal. Donc c'est un vrai travail d'équipe. Et puis un article, ça ne se décide pas comme ça du jour au lendemain. C'est un travail au cours d'une réunion de rédaction où on décide effectivement un chemin de fer du journal, où on décide les angles de papier qui vont être choisis. Non, je crois que c'est un métier de solitaire au niveau de l'écriture, mais c'est aussi un vrai travail d'équipe, je crois. Un mot quand même par rapport à l'avenir de la presse écrite. Je crois qu'il ne faut pas se cacher. C'est vrai qu'aujourd'hui, le papier perd des lecteurs à raison de peu près 8 à 10% par an en fonction des titres. Mais je crois qu'il y a un vrai effort qui est fait au niveau des différents titres de presse aujourd'hui pour se remettre en question, effectivement, comme tu le disais, et puis s'adapter à ces nouveaux moyens de communication qui surgissent. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que effectivement la presse, effectivement, elle ne se contente pas effectivement de traiter. Il faut qu'elle explique, il faut qu'elle confronte, il faut qu'elle... Pourquoi tel événement est survenu? Je crois que c'est important, l'explication. Mais c'est aussi d'être sur tous les réseaux sur lesquels on consulte l'information. Parce qu'aujourd'hui, on ne lit pas qu'un journal. On lit l'information sur un téléphone portable. On lit l'information sur une tablette. On regarde l'information à la télé. Et je crois qu'aujourd'hui, la presse, elle a enclenché ce phénomène qu'elle aurait dû peut-être faire il y a des dizaines d'années, d'essayer d'être multi-réseau aujourd'hui. Ce que n'a pas fait la Marseillaise, par exemple, alors. Je connais pas l'histoire de la Marseillaise. Le problème, c'est qu'ils sont en difficulté, en grave difficulté. Oui, mais je crois que le problème de la Marseillaise n'est pas lié à ça, n'est pas lié qu'à ça, je crois. Aujourd'hui, c'est compliqué d'être un journal d'opinion sur un territoire comme le nôtre. Est-ce qu'il y a une niche pour ça aujourd'hui? On s'aperçoit que les partis politiques aujourd'hui, comme les syndicats, ont de moins en moins d'adhérents. Et la presse d'opinion, on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins de lecteurs. Et la Marseillaise est un peu dans cet enclenchement-là. Et c'est vrai qu'elle ne s'est pas peut-être modernisée, mais je veux dire, pour se moderniser, il faut de gros moyens. Et c'est aujourd'hui pourquoi il y a une concentration au niveau de la presse quotidienne régionale de manière à dégager des moyens pour ce que je dis justement, essayer d'être présent sur tous les supports de manière effectivement à capter des audiences différentes. Parce que le lecteur de la presse écrite aujourd'hui,
comme Midi Libre, comme la Gazette, comme Sud-Ouest, ils ont quoi entre 45 et 55 ans, 65 ans. Et l'intérêt aujourd'hui et la force, c'est aujourd'hui d'essayer d'être capté des jeunes lecteurs. Et les jeunes lecteurs aujourd'hui, ils sont sur les réseaux sociaux. Et il y a effectivement aujourd'hui, le monde a fait une expérience sur Snapchat, qui n'a pas très bien marché d'ailleurs, mais l'intérêt c'est d'être en veille de ce qui se passe pour pouvoir au moment où ça va évoluer, proposer effectivement un type d'information. Et à la fois, je voudrais quand même apporter une précision. Alors, l'exemple de la Marseillaise, c'est celui que tu proposais. Et à la fois, je crois que c'est une vraie richesse dans notre pays d'avoir une presse d'opinion. Moi, j'y crois beaucoup. Moi, je pense qu'aujourd'hui, un journal comme la Marseillaise, qui a bien évidemment rencontré d'énormes difficultés, qui essaye quand même de se renouveler, propose aujourd'hui un hebdomadaire. Cet hebdomadaire, il a du sens. Il propose aussi des articles qui sont très intéressants. Moi, je le lis d'ailleurs tous les vendredis à la sortie. Et je pense qu'il y a la place. Moi, au contraire, je pense qu'il y a la place. Il y a surtout, ce qui est très important, c'est qu'il ne faut pas qu'on se retrouve avec une presse aseptisée. C'est-à-dire que tout le monde fasse la même chose, que tout le monde propose les mêmes articles, que tout le monde propose les mêmes opinions ou propose une presse sans opinion. Moi, je pense que ce qui est très intéressant, c'est quand on lit des articles qui peuvent gratter, des articles qui, aujourd'hui, peuvent interroger, des articles qui ne font pas toujours plaisir. Mais moi, je pense que ça a sa place. Et c'est ça le sel aujourd'hui de notre métier aussi. Parce que toi, tu es très critiqué, que ce soit un coup par... on prend sur Nîmes, que ce soit Jean-Paul Fournier, que ce soit Yvan Lachaud. Alors, à un moment donné, tu es pro-Fournier, à un moment donné, tu es pro-Lachaud. Après, c'est difficile à gérer quand même. C'est pas difficile à gérer quand intellectuellement on se lève le matin et on va travailler avec ces journalistes en mettant de côté et finalement dans une démarche où on s'affranchit de ces critiques qui peuvent exister. Parce que finalement, moi ce qui fait sens, c'est qu'aujourd'hui je peux à la fois parler de tous, critiquer quand il faut critiquer, mais encore une fois critiquer avec un élément probant de critique. Ce n'est pas juste critiquer pour critiquer et se faire plaisir. On a effectivement, et tu fais certainement référence à notre rendez-vous qui est un peu la récréation du dimanche qu'on propose à midi, qui s'appelle Ça reste entre nous, sur lequel il y a une caricaturiste qui propose un dessin chaque semaine, avec effectivement des indiscrétions et des informations. Il y a un édito, donc forcément un édito, il y a un peu de mauvaise foi à l'intérieur. Mais c'est un parti pris. Moi, ça m'intéresse. Et quand on m'appelle pour se plaindre, généralement, ce que je réponds, c'est on fait que notre travail. Bon, alors justement, la pertinence et l'impertinence. Je prends volontairement cet exemple. Olivier Jalaguier a déclaré qu'il se représentait aux élections municipales de 2020 à Nîmes. Il a également annoncé avoir demandé l'investiture d'En Marche, un homme politique qui n'a manifestement pas toujours porté dans son cœur, Emmanuel Macron. Alors, après, fallait-il rediffuser, pour mémoire, les propos d'Olivier Jalaguier, il avait sa chronique à l'époque, qui a toujours du reste, au sujet de Macron. Oui. Et c'est pas Olivier Jalaguier qui est en question. Même si j'ai du respect pour l'homme, je me moque complètement de ses envies politiques ou pas. Ce qui, moi, m'intéresse, c'est de donner la lecture la plus réelle à mes lecteurs. C'est de dire, il y a un candidat qui se présente pour En Marche, qui demande une investiture. C'est important, il me semble, de dire à mes lecteurs, aujourd'hui, qui est Olivier Jalaguier et quelles ont été les pensées ou les critiques qu'a pu exprimer Olivier Jalaguier. Mais je le fais pour tout le monde. Quand Françoise Dumas est passée du Parti Socialiste à En Marche, je vous invite très fortement à aller retrouver les articles que l'on a pu faire, et on était dans une même démarche. Et je le serai pour n'importe qui. Parce que, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est pas ce que les politiques pensent de moi. Ce qui m'intéresse, c'est la confiance que me donnent les lecteurs aujourd'hui d'Objectif Gare. Ce qui m'intéresse, c'est la crédibilité. Ce qui m'intéresse, c'est finalement de dire, aujourd'hui, quand je me connecte sur Objectif Gare, j'ai pas le sentiment que je vais lire un article qui est acheté ou que je vais lire un article politique qui a été fait avec connivence. Ça ne m'intéresse pas. La diffusion, ça fait partie de la compréhension. Je crois que on dit tout à l'heure, donner à nos lecteurs comprendre. Je crois que si on ne prend qu'un bout de trucs, on ne comprend pas. Donc effectivement, cette première vidéo, c'était public, il l'a assumé. Pourquoi est-ce qu'on ne la rediffuserait pas? Je crois que c'est important pour les lecteurs de comprendre effectivement
avant et après et aujourd'hui. Et si on passe pas ça, on comprend pas. Je crois que c'est un bout de la compréhension. Je crois que moi, j'aurais été à la place, je l'aurais effectivement publié aussi. Et à la fois, j'ai envie de dire que ça n'empêche pas de penser qu'Olivier Jalaguet a pu changer d'avis. Et je crois que je lui ai donné, il me semble, à plusieurs reprises, l'accès à nos colonnes, où il a participé à des rendez-vous, le 750, et à d'autres moments où on a rendu compte effectivement de ses activités, et j'ai envie de dire sans parti pris. On peut être critique, et on peut aussi donner de l'audience à des personnalités du territoire, mais pas que politique d'ailleurs. Et aussi donc aux hommes politiques d'assumer effectivement leur dire quelque part. C'est important aussi, je crois. C'est important aussi. C'est important. Alors, est-ce une bonne chose pour une information de qualité que de rester entièrement tributaire des annonceurs? C'est un vaste débat, bien évidemment. Aujourd'hui, quand on se connecte sur Objectif Gare, on voit de la publicité de la région, du département, de la mairie de Nîmes, de la mairie d'Alès, de Nîmes Métropole. Oui, je pourrais vous en citer encore d'autres, mais on voit aussi des acteurs privés, bien évidemment. Mais aujourd'hui, on est sur un modèle. Moi j'insiste là-dessus quand même. Moi, j'ai créé Objectif Gare il y a 10 ans sur un postulat quand même qui était assez incroyable. C'était de dire, je vais proposer une information gratuite, écrite par des professionnels. L'équation, elle est extrêmement compliquée. Regardez le nombre de pure players qui existaient il y a 10 ans et qui sont encore là aujourd'hui. L'équation a été très compliquée, mais à la fois, moi, ce qui m'animait, c'était de faire la promotion de mon territoire, la promotion du département du Gard, et à la fois, ce qui m'intéressait surtout, c'était d'offrir à chacun l'accès au même niveau d'information sans obstacle financier. C'est ça qui m'a animé il y a 10 ans. Donc, je vais vous dire quoi ? Qu'aujourd'hui, pour payer mes journalistes, bien évidemment, il faut que j'ai des annonceurs qui font de la publicité dessus. Mais j'insiste sur un point très important, et je le dis d'ailleurs à des politiques ou à d'autres qui peuvent se plaindre sur nos articles. Ils achètent une prestation de service. Donc, s'ils ne sont pas contents, ils peuvent arrêter d'acheter une prestation de service. Je n'ai, depuis plus de 10 ans, jamais, et on me l'a proposé, accepté quoi que ce soit comme subvention de qui que ce soit. Aujourd'hui, je suis libre parce que je vends une prestation de service qui est achetée par mes clients. Et quand le client n'a plus envie d'acheter cette prestation de service, ben il ne l'achète plus. Je n'ai aucun annonceur aujourd'hui qui pèse plus de 10% du chiffre d'affaires d'Objectif Gare. Donc tout va bien. Ah ben oui. Tout va bien. Et je me suis fâché, vous avez raison de le dire, avec quelques acteurs importants de ce territoire qui ont, pendant plusieurs mois, plus fait aucune publicité sur Objectif Gare, qui certainement espéraient que ça me mette en difficulté. La preuve, c'est que j'ai continué à embaucher des journalistes et qu'on a continué à travailler. Et ils sont revenus. Et ils sont revenus. Par rapport à la presse écrite, pareil, je veux dire qu'il y a effectivement la publicité dans les journaux écrits, mais il y a une vraie séparation entre les rédactions d'un côté et les régies publicitaires de l'autre. Et je crois qu'il n'y a pas d'influence de la régie sur la rédaction qui est complètement indépendante aujourd'hui dans tous les titres que j'ai connus, que je suis passé. À chaque fois, effectivement, il y a des menaces aujourd'hui qui ont pesé. Moi, j'ai les ai vécues quand j'étais rédacteur en chef, ou d'hommes politiques qui essayaient de supprimer la publicité parce qu'on avait critiqué cet homme politique. Mais moi, la direction m'a dit, tu continues et tu traites dossier par dossier. Personne n'a supprimé effectivement donc ces publicités. Ça ne nous a pas empêché de continuer à le critiquer. Je crois qu'il y a ce traitement qui est fait dossier par dossier. Surtout, ce qu'il faut bien préciser dans un journal, c'est qu'il y a à la fois une rédaction qui est libre et indépendante et à la fois une régie publicitaire, mais qu'au milieu, il y a souvent une coupure. Et c'est important d'être un journaliste indépendant dans une presse? Tous les journalistes sont indépendants, je veux dire qu'ils ne reçoivent pas d'ordre du pouvoir pour écrire tel ou tel article. Moi, j'ai passé... Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, mais enfin... Moi, dans les titres où je suis passé, je suis à Junc, on me donnait des consignes pour faire tel ou tel papier. Franchement, non. Je m'en rappelle même avoir été convoqué un jour par la direction pour m'expliquer sur une affaire qui était d'ailleurs sur Nîmes. Hein, et je me suis expliqué et la direction m'a dit, tu continues. D'accord. Donc, liberté de la presse, parlons-en. Il nous reste 4-5 minutes. Charlie Hebdo, qui a fait une caricature provocatrice, comme ils le sont, avec cette femme, ce sexe de femme, avec un ballon au centre, en disant on va en bouffer tout le mois. Alors quel est votre point de vue sur cette liberté de la presse qu'ont les caricatures?
Mais moi, il n'y a pas à polémiquer. Enfin, en fait, je ne comprends pas. Enfin, c'est au-delà de la liberté de la presse. On a la chance dans ce pays d'avoir aujourd'hui des caricaturistes, des dessinateurs, des gens qui peuvent critiquer le pouvoir, mais heureusement, on devrait tous s'en féliciter tous les jours. Moi, je suis à 2000% derrière Charlie Hebdo. Charlie, l'affaire de Mahomet aussi, c'était pareil. Je pense que il faut effectivement, je crois qu'il y a un droit. Je crois qu'en France, qu'il y a bien des démocraties, il n'y a pas de censure a priori. Ça peut être de bon goût ou de mauvais goût, ça on peut discuter. Mais quelque part, je pense que non, il n'y a pas de tabou. Je crois qu'on peut tout aborder. Il y a liberté de la presse, c'est quoi aujourd'hui? C'est quand même il y a quand même quelques règles. C'est de ne pas injurier, c'est de ne pas diffamer, c'est de ne pas provoquer, c'est de ne pas provoquer la haine raciale, c'est tout ça. Mais à part ça, je crois qu'il n'y a pas de censure a priori aujourd'hui en France et on peut tout dire. On peut pratiquement tout dire, oui, aujourd'hui, je crois. Et à la fois, c'est important de le dire aussi. Je veux dire, on rentre en plus dans une séquence depuis maintenant quelques années, on le voit avec des industriels très importants aujourd'hui qui portent atteinte à la liberté de la presse, qui mettent au tribunal des journalistes au niveau national parce qu'ils ne sont pas contents du traitement qui a pu être fait dans des articles. Je parle plutôt dans la sphère économique. C'est important d'être vigilant là-dessus et de rappeler effectivement que la presse en France, elle est libre et indépendante. Justement, un bon exemple par rapport à ça, la presse économique, c'est que Challenge, qui avait fait un article assez critique par rapport au dépôt de faillite de Conforama, Conforama les avait poursuivis. Donc en première instance, au tribunal de commerce, ils avaient été effectivement condamnés très très lourdement à retirer l'article même. Et là, la Cour d'appel vient de rendre un décret comme quoi effectivement ils avaient le droit de publier cette information. Donc quelque part, et c'est une bonne nouvelle. C'est vrai qu'on est des justiciables, nous journalistes comme les autres, on n'est pas au-dessus des lois. Mais quelque part, ce qui est bien, c'est quand même là dans cette affaire-là, il y a une justice qui dit que effectivement on avait le droit de publier cette information. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, où Trump a été caricaturé avec une kippa, etc., etc., et là le couperet tombe. Oui. Hein, j'ai lu un de tes articles, tu as relayé. Oui. Donc là aussi, aux États-Unis, c'est grave. Je voulais vraiment te remercier, Abdel, d'être venu dans grand plaisir. Dans Tête à Tête. C'est une première pour toi. Hein, et parler du journalisme, c'est important pour nous aussi. Moi, je ne le suis pas, mais enfin... C'est une histoire de passion. Donc c'est toujours un plaisir. Merci à toi, Michel Pellamour, également. Merci à vous de nous avoir invités. Parce que ça fait un moment que nous nous connaissons tous les deux. C'est vrai. Ça fait très longtemps, puisque j'étais adhérent du club de la presse à l'époque où j'étais animateur radio. Voilà. Petite salade. Merci à toutes. Merci à vous. Merci à vous. Merci à notre caricaturiste Michel Monteil, à Béatrice qui est là derrière, qui fait quelques petits plans, on va dire des plans photos, et à toi Benjamin Baron, toujours fidèle à l'émission Tête à Tête. Merci à vous et restez-nous fidèles. Bye bye, à très bientôt.